Votre enfant a été arrêté parce qu'il aurait participé à un délit avec d'autres jeunes. Vous vous demandez comment la procédure va se passer, va se dérouler, qu'est-ce qui va arriver à votre enfant. Dans cette vidéo, nous allons aborder le parcours d'un mineur qui serait poursuivi pour avoir commis ou participé à un délit. Alors, il nous faut d'abord faire deux préalables. Le premier, c'est rappeler que la législation est légèrement différente selon que votre enfant se trouve en communauté française, région Wallonne ou à Bruxelles. Elle est d'ailleurs par contre largement plus différente si votre enfant se situe en communauté flamande, mais nous n'aborderons pas la communauté flamande. Par contre, nous allons dans cette capsule vidéo être suffisamment large en parlant du processus et des différentes étapes de la procédure pour un jeune poursuivi pour des délits, pour que ce que nous allons dire puisse valoir tout autant pour un mineur en communauté française ou à Bruxelles. Deuxième préalable à faire, nous avons vu la pyramide des aides par rapport aux mineurs. Nous sommes ici au dernier niveau de la pyramide. Les jeunes qui sont poursuivis pour des faits qualifiés infractions vont, si le procureur du roi le décide, être directement transférés vers le juge de la jeunesse. Donc pour un mineur en conflit avec la loi, on ne pense pas de prime abord au conseiller de l'aide à la jeunesse ou au directeur de l'aide à la jeunesse. Ces deux derniers s'occupent des mineurs en danger. Dans certains cas, un mineur peut se faire connaître des instances parce qu'il commet un délit, mais très vite on se rend compte que ce délit est en réalité un peu anecdotique et que dans le parcours de ce jeune, c'est sa situation globale qui est une situation de mineur en danger. Il peut se faire alors que, parallèlement à la saisine d'un juge au niveau protectionnel mineur en conflit avec la loi, il y ait un autre dossier qui soit ouvert au niveau mineur en danger. Et là, ce dossier sera d'abord ouvert ou renvoyé en tout cas au service de l'aide à la jeunesse. Et ce n'est que si l'aide volontaire ne marche pas, n'est pas possible, et qu'il y a un état de danger, qu'alors le dossier passera à Bruxelles chez le juge à jeunesse et en communauté française région Wallonne chez le juge à jeunesse pour le cadre général et puis chez le directeur de la protection de la jeunesse pour la suite. Maintenant, lançons-nous dans qu'est-ce qui va se passer avec le jeune et au fond partons d'un casus, d'une situation assez classique. On imagine Mathieu qui a 15 ans et les parents de Mathieu apprennent que ce dernier a été arrêté parce qu'il aurait participé à un vol de GSM avec d'autres jeunes sur un jeune à la sortie de l'école. La première étape peut se résumer sous le vocable d'enquête. Donc il y a deux cas de figure, celui dont nous venons de parler, à savoir le flagrant délit, un fait infractionnel est commis et au moment même où de manière très proche, par exemple on retrouve les jeunes à une vingtaine ou une centaine de mètres, les jeunes auteurs potentiels sont interpellés, c'est le cas du flagrant délit. Généralement les jeunes vont être alors pris par la police va peut-être faire un ratissage, voir si on retrouve le GSM qui aurait été abandonné à tel ou tel endroit, ou les objets d'un vol quelconque, et puis ces jeunes vont être privés de leur liberté, emmenés au poste de police et ils feront l'objet d'une audition. C'est une audition que nous appelons une audition Saldus 4, c'est-à-dire une audition pour des mineurs privés de liberté et nous avons une capsule dédiée
à la manière dont se passe l'audition en Saldus 4. Une autre hypothèse est une hypothèse où il n'y a pas de flagrant délit. On imagine qu'il y a eu un même vol de GSM, on n'a pas tout de suite retrouvé les auteurs, et ensuite c'est sur base de témoignages, de caméras qui ont vu les faits que l'enquête se construit et que Mathieu, à un moment donné, est interpellé pour être auditionné par rapport à ces faits. Dans ce cadre-là, il s'agit aussi d'une audition à la police, mais Mathieu ne sera pas privé de liberté, il arrivera à la police de manière à être entendu en Saldus 3. Là aussi, nous avons une capsule vidéo qui vous explique qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est entendu en Saldus 3. Donc, de départ, un flagrant délit ou une enquête qui se met en route. Aux commandes de cette partie de la procédure, nous aurons d'une part évidemment les policiers qui ont fait l'arrestation, qui vont faire les devoirs d'enquête, mais qui le feront sous la hiérarchie, sous le contrôle d'un substitut du procureur du roi ou d'un procureur du roi qui va mener l'enquête généralement pour des mineurs. Et ce procureur du roi, dans cette phase d'enquête, qui va d'ailleurs pouvoir s'étendre, durer plus longtemps que sur un premier moment, va pouvoir demander une série de devoirs complémentaires. On peut imaginer des visites domiciliaires faites avec l'accord des parents au domicile du jeune, on peut imaginer l'audition d'autres personnes, ou bien la réaudition de certaines personnes, on peut aussi imaginer des confrontations, on peut aussi demander à la victime si elle peut, par exemple derrière une vitre sans train, ou bien sur un panel photo, reconnaître l'auteur ou les auteurs de son agression, par exemple ici, lui présenter un panel photo comprenant notamment la figure de Mathieu pour dire tiens, est-ce qu'il faisait partie des jeunes qui t'ont agressé, qu'est-ce que tu peux nous en dire, etc. Bref, tous des éléments qui vont permettre de donner des informations au procureur du roi pour voir si une hypothèse de base qui inclurait Mathieu parmi les co-auteurs, si cette hypothèse elle tient toujours, ou si à un moment donné il y a des choses qui font dire que c'est peut-être plus compliqué qu'il n'y paraît. Il peut y avoir de temps à autre l'intervention d'un juge d'instruction. Soit parce qu'il y a des mineurs et des majeurs, soit parce que c'est un fait très grave, soit parce que certains devoirs d'enquête spécifiques qui ne peuvent être commandés que par le juge d'instruction sont demandés dans l'enquête. Mais de manière générale, par rapport aux mineurs, c'est le procureur du roi qui va gérer cette phase d'enquête en donnant une série d'ordres aux policiers qui sont en charge de ce dossier. Une deuxième phase de la procédure se passe au niveau du procureur du roi lui-même. Donc on imagine ici, Mathieu a été interpellé avec ses amis à quelques dizaines de mètres du lieu de l'infraction, on a retrouvé le GSM sur l'un des jeunes, tous ont été privés de liberté, tous ont été auditionnés en audition Saldus 4 avec la présence d'un avocat, et puis arrive chez le procureur du roi notamment le dossier concernant Mathieu. Et le procureur du roi estime qu'il a déjà suffisamment d'informations. Si ce n'était pas le cas, première possibilité pour le procureur du roi, c'est de dire qu'il va demander des devoirs d'enquête supplémentaires. À l'arrière, il permet à Mathieu de rentrer chez lui, mais une série d'autres devoirs vont être faits et suite à cela, le dossier sera reproposé au procureur du roi qui pourra prendre d'autres décisions si c'est nécessaire. Deuxième possibilité, c'est le renvoi en médiation. Alors, la médiation, c'est un processus volontaire, elle implique quelque part que tant Mathieu que la victime soient d'accord d'aller en médiation. Ce qui veut dire que le jeune doit être dans une acceptation de ce qu'il a participé, a commis quelque chose et qu'il voudrait trouver une manière de réparer cela avec la victime. Si le jeune et la victime sont d'accord, avec l'aide d'un service spécialisé, une médiation pourra être entamée, elle pourra aboutir ou non. Il est évident que si elle aboutit, il n'y aura pas d'autres poursuites parce qu'on peut estimer que c'est suffisant, mais elle pourrait aussi s'arrêter en cours de médiation et là le procureur du roi pourrait faire le choix, soit de laisser le dossier comme tel, soit d'aller plus loin. Donc,
Des devoirs d'enquête complémentaires, dans certains cas le renvoi en médiation, dans d'autres cas le procureur du roi peut estimer que le type d'infraction, la gravité des faits, la personnalité du jeune, la réaction des parents qui vont être extrêmement attentifs, augmenter le niveau de contrôle sur l'enfant, peut-être faire changer d'amis, etc. Bien que tous ces éléments font qu'il n'est pas nécessaire d'aller plus loin et le procureur du roi va alors pouvoir faire un rappel à la loi, soit par écrit, soit en convoquant le jeune et ses parents, en demandant à ces derniers de mieux surveiller leur enfant et pour le reste, simplement prendre le dossier, le mettre dans un tiroir en le classant pour l'instant. Très clairement, s'il ne se passe rien d'autre, ce dossier va simplement se terminer comme cela. Par contre, si il devait se faire que 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois après, Mathieu soit repris dans un fait, par exemple, de la même gravité, eh bien, il est tout à fait possible que le procureur du roi dise maintenant, avec ces 2 dossiers, mon petit ami, je renvoie vers le tribunal. Le renvoi vers le tribunal qui est la 4e possibilité, si pour différentes raisons le procureur du roi estime qu'il est nécessaire de saisir un juge de la jeunesse, à ce moment, il va par le biais d'un réquisitoire, qui est un document écrit, dans lequel il explique pour quel fait il saisit le juge et quelle est sa demande de procureur du roi en termes de mesures. Moi, je souhaite que Mathieu, par exemple, aille 1 mois en IPPJ fermé, ou que Mathieu soit suivi par un service, une équipe mobile d'accompagnement. Donc, le procureur du roi fait une proposition au juge, mais par son réquisitoire, il va alors saisir le juge de la jeunesse. Donc, 2e étape de la procédure, gérée essentiellement par le procureur du roi. Procureur du roi, donc il peut demander des travaux et des enquêtes complémentaires, classer le dossier après avoir sermonné le jeune et demander aux parents de mieux le surveiller, proposer une médiation, et il doit vraiment penser à cette possibilité. S'il s'en écarte, il doit le justifier, ce qui met en avant la médiation comme un des modes de résolution du conflit qui évite le passage au tribunal. Et puis, dernier élément, la possibilité de renvoyer le dossier au tribunal de la jeunesse si la personnalité, les faits commis par le jeune justifient aux yeux du procureur du roi d'aller vers la 3e étape. Troisième étape de la procédure, le passage devant le juge de la jeunesse qui a été saisi par le biais du réquisitoire du procureur du roi. Donc par cet écrit, le procureur du roi estimait que pour Mathieu, il était nécessaire qu'un juge de la jeunesse intervienne. Alors cette phase préparatoire, elle a lieu via des entretiens dans le cabinet du juge de la jeunesse. Et ces entretiens vont permettre évidemment pour le juge d'avoir des discussions avec Mathieu et avec ses parents, mais aussi de prendre une série de mesures provisoires. À ce stade de la procédure, il ne s'agit pas encore de dire si Mathieu est coupable ou pas des faits. Il faut juste voir est-ce qu'il y a des indices, est-ce qu'il y a des éléments qui le raccrochent à lui. Mais par ailleurs, l'enquête peut suivre son cours et ce n'est qu'au moment de la phase suivante, la phase d'audience publique, que l'on traitera réellement du fait qualifié infraction pour dire tiens, est-ce que oui ou non, on peut décider que c'est Mathieu qui a participé à ce fait de vol de GSM, puisque c'est l'exemple que l'on avait pris. Lors de l'entretien de cabinet, l'objectif est plus de cerner la personnalité de Mathieu et de voir si des mesures, qui sont des mesures de garde et d'éducation, peuvent être utiles dans cette phase de la procédure. Quelles sont ces mesures ? Eh bien, tout comme le procureur du roi devait penser de manière importante à la médiation, à ce stade, devant le juge de la jeunesse, à nouveau, penser à la médiation est une chose importante. On peut imaginer par exemple que Mathieu déniait toute participation au fait lorsqu'il a été entendu par la police ou même au niveau du procureur du roi et que, arrivé devant le juge, après mûre réflexion, il avoue sa participation et sa volonté de vouloir réparer.
peut-être que le juge pourrait dans ce cadre-là estimer qu'une mesure de médiation pourrait être lancée, de nouveau pour autant que la victime soit d'accord avec celle-ci. Le juge peut aussi dire qu'il n'est pas suffisamment éclairé et demander à la déléguée du SPJ une étude sociale pour savoir quel est le milieu de vie du jeune, comment ça se passe au niveau de sa scolarité, de ses loisirs, etc. Le juge peut encore, tout en laissant le jeune en famille, ce qui est d'ailleurs une priorité pour le juge normalement, il peut mettre en place une surveillance simple ou assortie de conditions. Dans les conditions classiques, aller à l'école, ne plus fréquenter les autres jeunes avec lesquels l'infraction a été commise, avoir des loisirs structurés, parfois une interdiction de fréquenter certains endroits ou de sortir après telle ou telle heure. Bref, une série de conditions qui vont un peu cadenasser le jeune, renforcer le contrôle des parents et éviter que d'autres délits ne soient commis par Mathieu. Donc, surveillance simple ou conditionnée, étude sociale peut-être dans certains cas. Dans les mesures qui maintiennent le jeune à la maison, on peut aussi avoir l'intervention d'une équipe mobile d'accompagnement qui est une action intensive en famille. On peut aussi avoir une prestation investigation. Alors c'est quoi? C'est donc des heures que le jeune doit faire, 30 heures maximum, et qui vont permettre de mieux de nouveau cerner, comprendre la personnalité du jeune. On pourrait imaginer dans le cas de Mathieu qu'il soit obligé de suivre un module de sensibilisation aux actes de violence. Quand ce sont des faits d'ordre sexuel, il existe là aussi des modules de sensibilisation qui permettent d'aborder cette thématique. On peut imaginer que le service de prestation vers lequel Mathieu a été renvoyé, que ce service doive lui faire effectuer une prestation de 30 heures maximum dans, je sais pas moi, un restaurant social ou dans une autre ASBL ou un autre service où le jeune va aller faire ses heures de prestation gratuites. Cela donnera lieu à un rapport envoyé au juge, rapport positif, mitigé ou négatif, qui sera évidemment important pour éclairer l'audience publique et donc éclairer le juge sur la personnalité et l'évolution de Mathieu, notamment par rapport à la compréhension qu'il a, par rapport au regard qu'il porte sur sa participation, pour autant évidemment qu'il ait participé au délit qui lui est reproché. À côté de ces mesures qui maintiennent le jeune en famille, le juge a aussi la possibilité d'écarter le jeune de sa famille, notamment avec un placement en IPPJ, ouvert ou fermé. De nouveau, évidemment, il doit prioriser les mesures en régime ouvert et justifier d'un passage en régime fermé, qui est évidemment beaucoup plus contraignant. Alors généralement, ça se fait dans un CEVOR, qui est un centre, une IPPJ d'une durée d'1 mois renouvelable une fois, mais voilà, ça peut se faire aussi selon l'état du dossier, si Mathieu était déjà connu, s'il y a d'autres délits ou autres, dans d'autres types d'IPPJ, éducation, intramuros, extramuros, bref, dans le secteur du placement lié aux mineurs délinquants. Il y a encore une autre forme de placement, mais généralement qui n'intervient pas en tout début de course, comme ce serait le cas pour Mathieu, mais qui peut intervenir plus tard, qui est un SRS, un service résidentiel spécialisé qui accueille des jeunes qui, dans leur comportement, dans leur accès à la délinquance, sont vraiment déjà fort en difficulté, fort loin, et donc pour lesquels un service spécialisé en dehors de la famille, un placement spécialisé est nécessaire. Certaines de ces mesures peuvent être cumulées, elles peuvent aussi être modifiées à tout moment. On peut commencer par un placement en IPPJ, puis rapidement imaginer un retour en famille avec un EMA par exemple. On peut au contraire avoir pensé laisser le jeune en famille et puis à l'occasion rapidement d'un nouveau délit ou de nouvelles difficultés, placer ce jeune dans une IPPJ. Différentes possibilités existent.
Il est bien sûr loisible au jeune et à ses parents de faire appel de ces décisions s'il n'est pas d'accord avec la position du juge, ils ne sont pas l'un ou l'autre d'accord avec la position du juge, auquel cas eh bien, la cour d'appel prendra le dossier, l'analysera et soit confirmera la mesure du juge, soit l'infirmera ou transformera la mesure prise par le premier juge. Comment se passe l'entretien lui-même? Eh bien, c'est moins formel généralement qu'une audience publique. D'abord, il n'y a pas la présence du procureur du roi. Alors, selon les tribunaux, notamment l'avocat qui assiste le jeune est en toge ou pas, le juge généralement n'est pas en toge, et donc voilà, il y a un formalisme qui est moins présent, c'est plus une discussion où on écoute les propos des uns et des autres, le juge va questionner le jeune par rapport aux faits, par rapport à d'autres éléments de sa vie. Si on est à un entretien ultérieur, le juge va évidemment écouter ce que le service qui suit le jeune, l'IPPJ qui suit le jeune, ont à dire de son évolution, de sa prise de responsabilité, des choix qui s'offrent à lui. Et en fonction de cela, toujours dans cette phase provisoire, le juge va pouvoir aménager, faire évoluer les différentes mesures. Cette phase provisoire est normalement limitée dans le temps, mais que ce soit à Bruxelles ou en Communauté française, région Wallonne, il y a une possibilité d'extension de cette phase provisoire qui pourtant n'est pas destinée à durer parce que pendant cette phase provisoire, on n'a pas encore statué sur les faits. Ça, ce sera le lot de la phase suivante, à savoir l'audience publique. Plusieurs mois après la saisine du juge, le procureur du roi reçoit le dossier en retour et il va alors citer les parties, à savoir les parents, père et mère, et le jeune de plus de 12 ans en audience publique pour qu'il y ait un débat relatif aux faits reprochés au jeune. Il est évident que si nous sommes dans une situation où il y a une forte contestation sur les faits, peut-être que l'avocat du jeune, ou l'avocat des parents, ou les parents eux-mêmes vont demander que cette audience publique arrive de manière rapprochée, parce que il semble un petit peu étonnant d'avoir une phase provisoire trop longue, alors qu'au final, peut-être, le jeune serait acquitté de ce fait. Et s'il est acquitté, le juge n'a plus de motif à être saisi, et donc il n'y a pas lieu à avoir des mesures. Par contre, si on a déjà une série d'indices importants, malgré les dénégations du jeune, si on a de caméras, ceci ou cela, on peut imaginer qu'on laisse aller cette phase préparatoire à son terme, et puis ensuite, que l'audience publique ait lieu. À l'audience publique, nous allons avoir différents débats qui vont se succéder. Il peut y avoir un débat sur les parties civiles qui n'interviennent pas du tout dans toute la phase préparatoire et qui, elles aussi, seront invitées à comparaître. Ce n'est pas une obligation, mais elles peuvent comparaître ou se faire représenter par un avocat lors de l'audience publique pour faire valoir leurs dommages. Deuxième débat à l'audience publique, c'est un débat sur les faits qualifiés infractions eux-mêmes. Est-ce qu'on a des éléments en suffisance pour emporter la conviction du juge, pour écarter le doute raisonnable de ce dernier par rapport à la participation de Mathieu aux faits infractionnels qui lui sont reprochés. Alors, dans certains dossiers, le jeune est en aveu depuis le début. Dans la phase provisoire, il a déjà fait tout un travail, il a déjà accompli une prestation ou a écrit à la victime. Il est évident que l'audience publique ne va pas se dérouler de la même manière que si Mordicus, notre ami Mathieu, conteste les faits, explique qu'on s'est trompé, que c'était pas lui, que c'était quelqu'un d'autre, et que, eh bien oui, alors à ce moment-là, dans le dossier, le juge devra voir quels sont les éléments qui, malgré les dénégations du jeune, emporte sa conviction quant à sa participation. Ça peut être une confrontation, ça peut être l'audition des victimes, ça peut être l'audition d'autres co-auteurs qui signalent que Mathieu est présent, ça peut être des caméras qui sont là, ça peut être une gestion de la téléphonie qui montre que contrairement à ce qu'il dit, il était bien dans les parages et pas à 50 km. Bref, c'est un débat autour des faits.
comment sont-ils qualifiés? Est-ce que ceux-ci peuvent être répercutés sur le jeune? Est-ce qu'on peut estimer que ce jeune a une participation comme auteur principal, ou, c'est parfois le cas, simplement comme co-auteur, comme quelqu'un qui a participé à l'infraction sans être le premier, par exemple celui qui vole le portefeuille, mais il était présent, il entourait le jeune, et par cette présence, dans des circonstances particulières, on peut dire qu'il a une participation au fait qualifié infraction. Donc débat au niveau de la partie civile, d'un dommage éventuel, débat sur la qualification des faits, et puis débat sur les mesures qui peuvent toujours être des mesures de garde et d'éducation, mais aussi des mesures de sanction. Ainsi, on peut donner une prestation d'intérêt général, par exemple ici à Mathieu, mais qui va ne plus être de 30 heures maximum, mais de 150 heures. On peut toujours placer le jeune en IPPJ, ouvert ou fermé, toujours prendre des mesures de guidance par un EMA ou de surveillance conditionnée ou non. Il y a deux mesures qui ne peuvent arriver qu'en audience publique, c'est la réprimande qui est une manière de dire que les faits sont établis, mais qu'au fond, il n'y a peut-être pas besoin de prendre d'autres mesures par rapport à cela, ou bien la mesure de dessaisissement. Alors, c'est quoi le dessaisissement? C'est une mesure extrême pour des jeunes qui auraient commis des faits après leurs 16 ans, et pour lesquels, dans le cadre d'une étude sociale et d'un examen médico-psychologique, des éléments démontreraient qu'ils sont dans une telle attitude qu'il n'y a plus de possibilité de manière efficace de leur appliquer le système protectionnel. Et pour ces jeunes-là, alors, le tribunal pourrait décider d'un renvoi vers une juridiction qui va appliquer non plus le droit protectionnel des mineurs, mais bien le droit pénal. Et donc dans ce cas extrême, on peut imaginer qu'un jeune, pour des faits commis après 16 ans, se voit condamné à des peines, comme c'est le cas pour un majeur. Donc vous l'aurez compris, l'audience publique, qui est un moment évidemment extrêmement important, ne va pas toujours clôturer le dossier. Ce sera le cas s'il y a une mesure de réprimande, qu'on estime que Mathieu a parfaitement compris, qu'on peut passer à autre chose. Mais si par exemple il y a une mesure de prestation, ou encore un maintien dans une IPPJ, ou encore un suivi EMA, etc., eh bien le dossier va continuer. Il y a une sorte de suite, de nouvelle phase qui va prendre cours et qui aura une durée maximale d'1 an. Et alors on se retrouvera en audience publique pour faire un bilan et se dire, tiens, est-ce que une action du tribunal, je le rappelle, centrée sur le jeune, sur sa personnalité, et pas simplement en réaction, en rétributivité par rapport au délit, est-ce qu'une action du tribunal est encore nécessaire? Si c'est le cas, le dossier va continuer parce que, je le rappelle, dans une approche protectionnelle, le délit commis par le jeune est un élément qui peut démontrer de ses fragilités, de sa mise en danger, et à ce titre justifier que des mesures parfois puissent durer un certain temps, de manière à permettre à ce jeune non seulement de ne pas recommettre des délits, mais aussi de pouvoir trouver une bonne place dans la société, dans sa famille, avoir une scolarité régulière et toute autre chose importante pour son bon développement.